bien le bonjour à vous, peuple de Twitch, et bienvenue dans Greenwatching, l'émission qui analyse notre société par le prisme de l'environnement. Pour vous guider aujourd'hui, deux chevaliers servants, la personne de Léna Jose ici présent. Bonjour Léna. Bonjour. Et de moi-même, Anatole Garcia, pour vous servir. Et également de Lilou, qui sera notre première chroniqueuse. Bonjour Lilou. Bonjour. Alors évidemment, si on fait cette émission sur Twitch, c'est pour avoir vos réactions. Alors faites du bruit, montrez-nous que vous êtes là dans le chat, on va voir un max de Greenwatchers. Et donc Léna, sans perdre plus de temps, qu'est-ce qui a retenu l'attention de la rédac pour cette édition ? Eh bien, on va parler de quelque chose qui ne nous concerne pas beaucoup au vu du nombre de Greenwatchers aujourd'hui sur le live. C'est le buzz, les clics, les likes, les j'aime. Bref, tout ce champ lexical qui renvoie à ces individus toujours plus beaux et propres sur eux, les influenceurs. Alors, vous m'avez vu venir et c'est marqué dans le titre. On va évidemment passer ce phénomène de société au crible de la viabilité écologique. Ouais, en gros, est-ce que l'influence peut être durable ? C'est ça notre thème. C'est ça, exactement. Ok, ça me tente. Et en chronique, on a quoi ? Petite interview exclusive de Squeezie ? Bah, presque. Enfin, en tout cas, on va parler de son projet, le GP Explorer, avec Naomi. Et ce projet qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. On va aussi avoir dans l'émission une interview avec Greg Crozet, un pro du Freefly. Et une intervention en direct de Nice depuis la superbe colline du château par Emma et Juliette. Coucou les filles, comment ça se passe là-haut ? Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, ça se passe très bien, on vous retrouve dans quelques minutes. Génial, merci beaucoup. Alors je voulais commencer cette émission par une petite devinette. Il y a une influenceuse hyper connue dont je me suis désabonnée récemment. Anatole, est-ce que tu peux deviner qui c'est ? Là, comme ça, sans indice, c'est un peu compliqué, j'avoue. Bon ok, elle a le même prénom que moi. Léna Situation, peut-être ? C'est ça, exactement. Puis c'est pas juste une histoire de prénom ou de goût qui m'ont fait me désabonner. C'est juste que j'ai appris que tout ce qu'elle proposait, c'était pas toujours hyper clean sur le volet environnemental. Oui, et justement, Lilou va nous en parler pour expliquer pourquoi certains influenceurs, même quand ils sont très populaires, peuvent parfois envoyer des messages un peu problématiques et surtout comment rester critique face à ça. Lilou, c'est à toi. Et oui, c'est la deuxième femme la plus suivie en France avec 4,9 millions d'abonnés sur Instagram, invitée au Met Gala, une statue au musée Grévin. Je vous parle donc de l'influenceuse Léna Situation et plus particulièrement de sa marque Hôtel Mafouf. Créée en 2022, son concept c'est un pop-up sur le thème de l'hôtel et une nouvelle collection de vêtements. En regardant sur le site, on peut voir la volonté d'une mode plus durable qui respecte l'environnement, la bonne rémunération des acteurs de la production et une accessibilité aux clients. Mais est-ce que la marque Hôtel Mafouf est vraiment responsable, ma très chère Lilou ? Eh bien tout d'abord, on peut compter 35 € pour un t-shirt ou 150 € pour une combinaison. Un prix dit accessible, qui peut paraître élevé mais qui est justifié par une production de vêtements made in Europe. Alors dans sa vidéo Le succès mais à quel prix, Léna nous emmène dans ses usines turques où elle nous montre la difficulté de produire des vêtements durables. Et dans cette même vidéo, elle nous dit vouloir s'émanciper de la fast fashion. J'ai donc mené mon enquête et sur son site internet, on peut retrouver un t-shirt fabriqué en Turquie dans une usine qui possède plusieurs labels reconnus comme GOAT ou OCS. Jusque-là, tout va bien. Et puis une belle étiquette verte 100% coton suivie de la mention label BCI a attiré mon attention. Et oui, le label BCI Better Cotton Initiative avait en 2017 été visé par l'émission Cash Investigation. La culture du coton était majoritairement produite dans des pays asiatiques, un usage de pesticides peu contrôlé et des enfants travaillaient dans les champs et usines de BCI. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai décrypté les nombreux rapports de BCI de 2025. Et donc oui, on peut retrouver la promotion de l'égalité homme-femme, mais aucune remarque sur le travail fait par les enfants. Puis BCI nous propose cette courbe. Une courbe, bon. On peut voir l'utilisation des différents pesticides, extrêmement dangereux, permis. Pour qui et pourquoi, il n'y a aucune mention du nom de ces pesticides et par qui ils sont autorisés. Ensuite, Hôtel Mafouf nous promet des vêtements de qualité et pourtant on peut retrouver des matières comme le polyester. C'est une matière synthétique créée à partir de fibres plastiques qui n'est pas résistant dans le temps et qui au lavage rejette des microplastiques. Donc d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, 35% de la pollution des océans par les microplastiques provient des textiles synthétiques. Puis sur la toile, plusieurs internautes se sont indignés de recevoir des vêtements effilochés ou de mauvaise qualité. Donc de l'Europe aux pays asiatiques, la marque Hôtel Mafouf décide d'élargir sa production autour du globe, sans aucune mention et de moins en moins de traçabilité. Comme cette casquette, fabrication Chine, composition 100% coton, rien de plus, rien de moins. Bon,
Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, nous? En fait, même si l'ENA cherche à s'émanciper de la fast fashion, qu'elle propose quelques vêtements considérés comme durables, on ne peut pas dire que l'ensemble de la marque, qui produit une collection tous les 6 mois, l'est pour autant. Et comme dit l'ADEME, même si un produit a fait l'objet d'une démarche d'éco-conception et porteur d'écolabel, il ne peut pas être présenté comme respectueux ou bon pour la planète. Je précise que Hôtel Mafouf a été contacté, mais je n'ai pas eu de réponse, malheureusement. Dommage. Merci quand même pour ta chronique, Lilou. Alors le chat, est-ce que vous avez déjà acheté des vêtements Hôtel Mafouf? Et toi, Nathan? Non, hélas, moi je suis pas assez fashion pour ça, mais je suis sûr que parmi nos petits Greenwatchers, on a déjà des fans qui ont récupéré leur petit ensemble Hôtel Mafouf. Puis ça tombe bien parce qu'on a une actu là-dessus, non? Et oui, nos Greenwatchers les plus assidus ont peut-être vu passer l'info, mais en avril dernier, Hôtel Mafouf avait collaboré avec le BHV, grand magasin au centre de Paris qui fait la une des journaux aujourd'hui pour l'ouverture du premier magasin Shein. Mais alors Shein, qu'est-ce que c'est? C'est le géant de la fast fashion qu'on ne présente plus. D'ailleurs, vous en avez certainement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où Shein fait la majeure partie de sa communication. On serait d'ailleurs à 50 milliards de posts sur TikTok qui évoquent la marque. Alors c'est un modèle qui fonctionne, la marque serait actuellement la marque préférée des Français, mais cet engouement il touche peut-être à son terme. Shein a d'ailleurs été récemment épinglée pour la mise en vente de poupées à caractère pédopornographique ou d'armes de catégorie A. Les Galeries Lafayette ont d'ailleurs annoncé hier rompre leur partenariat avec les enseignes BHV qui prévoient l'ouverture d'un magasin Shein. Oui, et même le Premier ministre, Monsieur Lecornu, a projeté de suspendre la plateforme en ligne, ce à quoi Shein a répondu en interrompant temporairement l'accès aux produits de ses vendeurs tiers en France. L'enseigne prend également beaucoup de place dans l'espace public. C'était récemment le thème du débat sur l'émission de France 5 C'est ce soir, qui demandait à Magali Berda si la France devait boycotter Shein, ce à quoi elle répondait que non, parce que c'était le seul moyen de répondre pour certains Français de s'habiller. Alors on ouvre le débat dans le chat, est-ce qu'on doit boycotter Shein ou non? Et toi Lilou, ça boycotte? Oui, ça boycotte évidemment. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Magali Berda. Alors oui, je pense que la mode, on doit tous, si on veut, être à la mode, mais on a plusieurs façons de s'habiller, comme avec Vinted, où c'est des vêtements de seconde main, ou encore les friperies, Emmaüs. On peut retrouver des belles pièces et de marques si on en a envie même. Les options sont là, ouais. Voilà. Alors moi je vous propose de rester sur cette problématique en essayant de savoir si les influenceurs responsables, ça existe. Oui, et pour greenwashing, Émilie Moritz est allée à la rencontre de la responsable du compte Instagram Paye ton influence, je ne sais pas si vous connaissez dans le chat, qui se propose d'analyser les codes du marketing en ligne d'aujourd'hui et d'en proposer des alternatives. Paye ton influence, c'est tout de suite sur Greenwashing. Les influenceurs s'intéressent-ils vraiment à l'environnement? Entre des voyages à l'autre bout du monde, des appels compulsifs à la surconsommation ou encore des partenariats avec des marques d'ultra fast fashion, certains influenceurs sont loin d'être des exemples écologiques. Amélie Deloche a cofondé le média Paye ton influence, l'objectif, dénoncer ces pratiques. Donc Paye ton influence a été co-créé fin 2021 suite à 2 constats qui étaient le premier que les influenceurs qui parlent aux jeunes de 15 à 25 ans pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition écologique, mais que, au contraire, aujourd'hui, la plupart des influenceurs mainstream ne parlent pas de climat et sont, au contraire, vecteurs d'imaginaires à rebours des enjeux environnementaux et globalement des imaginaires qui, aujourd'hui, ne sont plus compatibles avec les limites planétaires. Et le travail de Paye ton influence, on peut dire qu'il a déjà payé. J'ai déjà eu des retours de créateurs de contenu suite à des posts qu'on a faits qui ont par exemple décidé de ne pas travailler avec une certaine entité dont ils ne connaissaient pas forcément les impacts. Ça devient quand même un enjeu réputationnel pour les créateurs de justement faire attention aux entités avec lesquelles ils travaillent, que les audiences sont extrêmement attentives à ce que font les créateurs et ne vont pas hésiter justement à mettre des commentaires si un influenceur travaille avec par exemple une compagnie aérienne ou une entreprise très polluante. Pourtant, depuis quelques mois, on a l'impression de faire marche arrière. Entre l'inflation, les tensions politiques et l'augmentation de la pauvreté, on peut dire que le changement climatique n'est plus la priorité des Français. Comme le montre ce graphique de l'Ipsos sur l'évolution de leurs préoccupations. En janvier 2024, 25% des sondés citaient le climat parmi leurs principales inquiétudes. En septembre 2025, ils ne sont plus que 18%. Et cette baisse de la préoccupation, elle a un impact sur les influenceurs. Le fait que dans la cité on parle moins d'écologie, ça se ressent aussi dans l'influence marketing, ça se ressent aussi sur les créateurs de contenu. Les créateurs, globalement, ils sont à l'image de la société. L'écologie n'est pas au cœur des sujets, c'est souvent relégué au second plan. Si aujourd'hui, aucune loi n'existe pour encadrer les influenceurs et l'environnement, le gouvernement a publié sur le site officiel du ministère de l'économie un guide expliquant comment être un influenceur responsable.
C'est hyper intéressant ce reportage. C'est vrai que maintenant les placements de produits font tellement partie de notre vie quotidienne qu'on les remarque presque plus. Est-ce que vous dans le chat ça vous est déjà arrivé de regretter un achat que vous avez fait suite à un placement de produit d'un influenceur? En tout cas moi carrément, mais je vous laisse réagir dans le chat et en attendant je vous propose d'aller voir ce qui se trame du côté de la colline du château quand un spot devient un petit peu trop instagrammable. Emma et Juliette, ça dit quoi là-bas? Eh bien écoutez, tout se passe bien pour nous. Je suis accompagnée de la plus belle vue de Nice. À ma droite, la mer Méditerranée. À ma gauche, le vieux Nice. Et c'est pour ça que ce lieu est tant prisé par les touristes. Imaginez-vous en vacances dans le sud de la France. Ne voudriez-vous pas vous prendre en photo avec cette vue caractéristique? En tout cas, chaque année, les 5 millions de touristes de Nice s'y bousculent pour prendre des clichés, allant parfois même jusqu'à créer de véritables files d'attente. Et aujourd'hui, un soir de novembre, nombreuses personnes se prennent le sunset comme on dit. Mais alors, sur TikTok également, il y a de nombreuses vidéos qui décrivent cet endroit comme le plus beau de Nice ou encore le lieu à ne pas manquer, et le plus beau coucher de soleil de la côte. Mais alors, en quoi cela a une influence sur le nombre de gens qui viennent à la colline du château? Eh bien, écoutez, selon Expedia, 23% des voyageurs se disent influencés par les contenus qu'ils voient sur les réseaux sociaux dans le choix de leur destination. De plus, sur Instagram, sous le hashtag colline du château, on retrouve plus de 16 000 posts. Et en effet, cela a une réelle influence sur le tourisme, puisque ça va parfois créer des tendances sur certains lieux. La colline du château en est victime, mais ce n'est pas le seul lieu à Nice. Ça crée ensuite parfois même du surtourisme, et cela a une réelle influence sur l'environnement. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. Ouais, les couleurs sont vraiment dingues, hein. C'est pas le spot le plus populaire de Nice pour rien, ma chère Léna. Ah bah ça c'est vrai, puis ça soulève surtout une question très importante parce que justement cette question d'image, de visibilité, elle concerne pas que les influenceurs. Les lieux deviennent aussi parfois victimes de leur succès sur les réseaux. Ouais, et vous dans le chat, quand vous partez en vacances, est-ce que vous avez plutôt tendance à éviter les spots hyper populaires ou à y foncer tête baissée? On a envie de savoir. Et toi Léna, qu'en est-il? J'avoue pas du tout, je vais sur les spots populaires aussi. Mais ça montre qu'il y a un vrai dilemme pour ces lieux. Comment ils peuvent rester attractifs, mais tout en protégeant les écosystèmes qui sont parfois fragiles. Et bien justement, en parlant de tourisme, je vous propose d'aller voir ce qui se trame du côté des municipalités qui collaborent maintenant avec des créateurs pour sensibiliser les voyageurs et promouvoir un tourisme plus responsable. Puis d'ailleurs, j'ai appris que depuis le Covid, l'Office de tourisme de Saint-Raphaël travaille avec eux pour mettre en avant un tourisme hors saison, loin de la foule de l'été. Ambre et Margot sont allés voir et vont nous montrer comment ça se passe. Saint-Raphaël, station balnéaire de la Côte d'Azur aux plus de 4 millions de nuitées par an. Ici, l'Office de tourisme se réinvente et travaille avec de nouveaux acteurs. Depuis 2020, la commune varoise aux plus de 35 000 habitants a développé la promotion de sa ville à travers les réseaux sociaux en s'appuyant sur les services d'influenceurs. Des comptes dédiés au voyage sur Instagram ou encore TikTok, et si ces créateurs de contenu devenaient les ambassadeurs d'un tourisme plus durable. Théo Vandal, chargé de communication, explique leur démarche. Essayer de cibler à chaque fois ce qu'on veut faire ressortir. Peut-être plus les activités nautiques ou alors tout ce qui est dans les stérelles, donc plutôt mobilité douce en général et après les randonnées, les balades dans le cadre super de l'estérel. Les créateurs de contenu ne sont pas rémunérés, mais l'Office de tourisme prend en charge leurs déplacements, activités et hébergements. Leur objectif, s'appuyer sur leur influence et leur notoriété. Maric Verhaeghe développe leur intention. Le tourisme a un impact, on le sait. On cherche vraiment à ce que le message jamais ne porte sur de la consommation pure, que ce soit vraiment profiter d'une destination, de la savourer, de la respecter et de l'aimer. Leur dernière collaboration était avec un monde de rêve. Le duo d'influenceurs a fait la promotion des Calanques et du massif de l'Estérel dans un TikTok vu par près de 100 000 personnes. Un partenariat qui n'est pas au goût de tous. Cette mise en avant a des aspects négatifs, comme le pointe Corinne, une fréjussienne qui randonne régulièrement dans l'Estérel. D'un côté, c'est peut-être bien et d'un autre côté, ce n'est pas bien parce qu'il va y avoir un surtourisme, comme ça se passe à Venise ou dans d'autres pays. Pour le tourisme plus durable, c'est plus important parce que sur la côte d'Azur, justement, il y a beaucoup de pollution plastique. On peut le constater rien qu'en marchant sur les différents endroits. Hein. Pour réduire l'impact, l'Office de tourisme tend vers la promotion d'un tourisme plus durable, notamment par la sélection des créateurs de contenu.
Leur projet pour 2026, collaborer avec un influenceur qui voyage sans voiture. Et bien justement, collaborer avec les influenceurs, c'est une technique qui séduit de plus en plus de municipalités pour mettre en avant leur patrimoine. Oui, complètement. Et pour préparer cette émission, c'est quelque chose que toi comme moi, on a pu observer. C'est par exemple le cas de la Cannes Connection, petit groupe d'influenceurs chapeauté par la mairie de Cannes, que nous avons contacté pour l'émission. Mais hélas, ces influenceurs sont maintenant tous en reconversion ou à Dubaï. Peut-être que la mairie de Cannes ne payait pas assez, eh bien, qui sait. Tout ça pour dire que de nombreux influenceurs de la région ont été contactés, qu'on aurait beaucoup aimé les avoir en plateau. Malheureusement, ils n'ont pas fait suite à nos demandes. Oui, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Dubaï pour trouver des influenceurs. Nina, elle a pu en rencontrer une de la région. Oui, il me semble que c'est une influenceuse un petit peu particulière. Effectivement, avec elle, pas de code promo ni de all Chine, mais une bonne vieille paire de chaussures de rando, direction les Contamines. Mais je laisse Nina, qui vient d'arriver, nous expliquer tout ça. Alors en fait, je suis arrivée à Nice il y a un peu plus d'1 mois maintenant et mon père m'a dit avant de partir, va randonner dans l'arrière-pays niçois, c'est magnifique. C'est donc tout naturellement, moi qui suis issue de la Gen Z, que j'ai commencé à faire mes recherches sur Instagram plutôt que sur un moteur de recherche classique. Je suis tombée sur des réels d'influenceurs, vidéos pour les boomers, et qui mettaient en avant des sentiers aux alentours et ça m'a interrogée. Je me suis demandé si les influenceurs rando et l'écologie allaient forcément de pair. J'ai scrollé et j'ai vu des selfies avec des fleurs protégées, des randonneurs quittant les sentiers balisés pour la photo parfaite, des spots fragiles qui provoquent un afflux massif et une dégradation rapide des écosystèmes. Alors la question mérite d'être posée, cet amour pour la rando, affiché à des milliers d'abonnés, ne participe-t-il pas sans le vouloir à sa lente disparition? Pour ça, j'ai rencontré Lauriane, une influenceuse rando située à Nice, suivie par 18 000 abonnés. On est partis en balade elle et moi et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. C'est vrai que dans le contenu que je partage sur les réseaux sociaux et sur mon blog, le militantisme écologique ne fait pas vraiment partie de mon ADN. Après, je pars du principe que plus on est sensibilisé à la nature, plus on a envie de la respecter. Et c'est vrai que souvent, en plus, on me dit dans les commentaires « Oh, mais pourquoi tu partages ce spot? Il y aura plein de gens, et puis du coup, il y aura plein de déchets par terre. » Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je croise plein de randonneurs qui sont même bien plus informés que moi sur la question de l'écologie. D'un autre côté, les algorithmes sont avides de nouveautés et de contenus spectaculaires. La course au like pousse parfois à franchir les limites. On voit de plus en plus la nature être mise en scène sur les réseaux sociaux, les paysages deviennent de simples décors et les sentiers des podiums. La performance, elle devient numérique en fait. Et je pense à mon frère qui, malgré les efforts de mes parents, n'a jamais vraiment aimé la randonnée et qui, après avoir vu la vidéo du youtubeur Inoxtag gravissant l'Everest en 2024, s'était mis en tête de partir faire le GRV en Corse. Mais c'est pas dangereux justement cette recherche de performance, à la fois pour la nature mais aussi pour ceux qui font de la randonnée? Ça tombe bien mon cher Anatole parce que Lauriane a une réponse face à ce phénomène. Va forcément te mener, te pousser à faire n'importe quoi et donc typiquement oui ça va engendrer des situations dangereuses, typiquement les randonneurs bloqués dans l'Everest. Si tu veux partir faire le GR20 alors que tu n'as jamais fait de randonnée de ta vie et que 1000 mètres de dénivelé positif pour toi c'est impossible, il y a de fortes chances pour que tu te blesses, tu appelles les pompiers, le SAMU qui vient te chercher en hélicoptère, c'est de l'argent public qui est dépensé. Il y a plein de petites aventures qu'on peut faire de manière bien plus mesurée et qu'on peut tout autant exposer sur les réseaux si ça nous fait plaisir. La course à l'exploit pour moi c'est presque antinomique avec l'écologie sous le prisme des réseaux sociaux. Bon, en tout cas, super podcast, merci la régie. Puis on a Monet dans le chat qui nous dit que c'est important de suivre les sentiers balisés pour pas abîmer l'environnement autour, surtout en haute montagne. Mais du coup, comment on continue à encourager cet intérêt pour la montagne sans pour autant moraliser sur les impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes fragiles? C'est une très bonne question Léna. Ne pas sortir des sentiers, ne pas se baigner dans les lacs de montagne, minimiser les microplastiques contenus dans les chaussures de rando, éviter de nourrir les animaux sauvages. Tout ça, ça peut braquer ceux qui veulent se mettre à la randonnée. Lauriane m'en parlait très justement et elle conseillait de le faire par petites touches pour éviter de saturer. C'est pour ça que d'autres influenceurs s'emparent de la question. Je pense à Alexandra Deba, French Girl Around the World sur Instagram, qui donne des conseils à ses 13 000 followers. Dans ses posts, elle explique de manière bienveillante pourquoi il est nécessaire d'arrêter tel comportement en balade. Elle conscientise et elle instruit sans moraliser. Et ça marche. Elle possède maintenant la certification influenceuse responsable, un diplôme qui identifie les créateurs de contenu pour leurs engagements éthiques et de transparence. Preuve que l'écologie et le monde de l'influence, c'est pas si incompatible et qu'on n'est pas obligé de marcher pieds nus sur les sentiers pour faire des efforts. Heureusement, ça va vraiment pas être ouf de marcher sans les chaussures. Et on salue également le frère de Nina qui est peut-être dans le chat et qui a subi la balle perdue.
Ouais, bah tu fais pas si bien de dire, du coup, marcher sans chaussures, ça doit pas être très confortable. Et à ce sujet, je propose de retrouver nos randonneuses à nous qui ont bien bougé depuis leur dernière intervention. Ah oui, effectivement, les filles, qu'est-ce qui se passe de votre côté? On s'est un petit peu dégourdi les jambes comme vous pouvez le voir. On vous retrouve sur la promenade des Anglais et celui aussi est victime du surtourisme. Mais alors, quel est le réel impact de ce tourisme de masse sur l'environnement? Eh bien, juste derrière moi, vous pouvez voir la première victime de ce tourisme, la mer Méditerranée. En effet, Nice en est bordée sur 10 km avec 7,5 km de plage et c'est réellement la première victime, cette mer Méditerranée. C'est l'une des mers les plus polluées du monde. En effet, selon Vie Publique, le plastique constitue 95% des déchets retrouvés sur les plages et en surface. L'activité touristique dans la région aggrave également le niveau de pollution de 40% chaque été. De plus, certains habitants se sont donc mobilisés pour tenter de faire bouger les choses dans la région. Le collectif citoyen 06 a donc publié un article pour alarmer sur les dangers du surtourisme et il donne aussi des conseils pour tenter d'inverser la tendance. Il propose par exemple d'adopter le tourisme responsable. Mais alors, le tourisme responsable, qu'est-ce que c'est? C'est un tourisme qui respecte la planète, mais également les populations locales. Pour ça, plusieurs conseils: adopter des mobilités douces en vacances, ne rien laisser bien évidemment dans les lieux naturels, mais aussi utiliser des produits solaires non polluants en été. Mais malheureusement, cela ne suffira certainement pas pour protéger la planète du surtourisme. Il faudra prendre d'autres initiatives. Eh ben merci pour ce second témoignage depuis Nice, Emma et Juliette. Et puis on a une question dans le chat pour Nina. Quelles chaussures on peut porter lors d'une randonnée pour ne pas laisser de microplastiques? C'est vrai que ça m'intéresse, moi. Alors écoutez, je suis pas certaine de me souvenir de quelles chaussures exactement il faut porter en randonnée pour ne pas laisser de microplastique. Par contre, j'ai l'étude qui est sortie en septembre 2025 de 2 chercheurs américains qui ont basé leurs recherches en faisant des échantillons dans 2 lacs différents qui étaient une source d'eau pour la rivière de l'Hudson aux États-Unis. Et ils ont constaté dans le premier lac qui était surfréquenté par les randonneurs qu'il y avait énormément de microplastiques. J'ai les chiffres ici, 16,54 particules par millilitre d'eau, tandis que dans le deuxième lac qui était beaucoup moins fréquenté par les randonneurs, presque pas, il y en avait 0,73. Ça c'est quelqu'un qui a bossé son sujet. On vous laissera peut-être le lien de l'étude sur le compte Instagram ou sur le compte Twitch si vous voulez approfondir ce sujet. Voilà, et nous, je pense qu'on va continuer notre expérimentation de la côte et on va se rendre plus loin du côté de la cité phocéenne. Est-ce que c'est ça, Nathan? Oui, et grâce à Samuel et Oscar, on va observer la ville comme vous ne l'avez certainement jamais fait, puisqu'on va l'observer au travers de ses déchets. C'est l'association de protection de l'environnement Clean My Calanque qui a retenu l'attention de nos 2 jeunes reporters, et pour arriver à ses fins, l'asso a tout misé sur sa présence sur les réseaux sociaux. Clean My Calanque, c'est tout de suite dans Greenwatching. Qui a déjà vu des déchets dans la nature? Eh bien, c'est les mange-morts. Ils étaient 170 dimanche dernier pour nettoyer le parc des Calanques. Si autant de personnes sont là, c'est grâce à la communication de l'association sur les réseaux sociaux. Et pour ce ramassage, le thème c'était Harry Potter. L'écologie ne doit pas être que réservée aux écolos ou aux gens qui ont la chance de pouvoir être sensibilisés. Il faut que ça soit pour tout le monde. Et il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux. Dès la 2e ramassage, ça nous a gonflé de revenir au même endroit et de voir qu'il y a des déchets. Donc on s'est dit, oula, il faut absolument que notre message soit entendu par tout le monde pour plus qu'on ramasse. Dès le début, on s'est dit, qu'est-ce qui marche chez les réseaux sociaux? Il y a 8 ans, ça commençait bien à exploser Insta. Et c'était vraiment une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens. 76 000 abonnés sur Instagram, plus de 5 millions de vues sur TikTok, Clean My Calanque est devenu une référence sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça serait pas bien de faire en sorte que tout le monde se mette face à là? La majorité des personnes qu'on touche sur Instagram, c'est entre 25 et 30 ans. Donc des jeunes, mais pas on va dire la nouvelle génération, c'est vraiment la génération actuelle. Mais c'est pour ça que oui, par exemple, on essaie aussi de faire quelques vidéos sur TikTok parce qu'il y a quand même plus de jeunes où on a pu faire justement pas mal de messages de sensibilisation avec des sujets et des formats qui peuvent plaire aux jeunes. Quand le rapport avec Harry Potter, Et pour attirer ce public, l'association s'appuie sur des figures marseillaises comme Bengus ou SCH.
L'influence est au service de l'écologie. On les contacte un peu comme ça et les gens commencent un peu aussi à nous connaître à Marseille. Donc les influenceurs savent que on peut être aussi une cible pour eux. En fait, c'est un échange de bons procédés finalement. En général, c'est des influenceurs qui ont des communautés jeunes. Donc nous, c'est tout ce qu'on souhaite en fait, c'est cibler les jeunes parce que les jeunes sont les citoyens de demain et c'est eux absolument qui doivent comprendre le message, quoi. Des actions engagées, un ton décalé, Clean My Calanque propose aux Marseillais d'être écolo sans se prendre la tête. En bande organisée, ta calanque on va la cleaner. Pollution banalisée, nettoyage canalisé. Basta les mégots, prends-en un. Basta les mégots, prends-en deux. Basta les mégots, basta les mégots. Basta les mégots. En tout cas, le message est passé. Même moi, j'ai envie d'aller cleaner des calanques là. Et en plus, c'est un projet qui se veut social, donc c'est top. Ça redonne foi en l'influence. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce qu'il y a des initiatives un peu comme ça là où vous vivez? Tenez-nous au courant. On attend d'avoir vos retours. En attendant, on va poursuivre. On vient de voir que les stars pouvaient mettre leur influence au service de l'environnement et de causes très variées. Et en voilà une autre que vous avez sûrement déjà vu passer. Par exemple, si je vous dis Pepe Chicken, ça vous dit quoi? Ah bah oui Léna, je vois où tu veux en venir. Je connais très bien la marque malheureusement. On va parler de fast-food d'influenceurs, donc si je ne m'abuse. C'est ça exactement, j'en dis pas plus. Carla va nous éclairer. Connaissez-vous le point commun entre Amixem, Michou et Fast Good Cuisine? Ces youtubeurs ont tous lancé leur chaîne de restaurants de fast-food dans les 4 dernières années. Le premier à se lancer a été Fast Good Cuisine, influenceur et youtubeur cuisine, qui a créé sa marque Pepe Chicken en novembre 2021. Amixem et Michou, qui cumulent 20 millions d'abonnés à eux deux, n'ont pas tardé à lui emboîter le pas, saisissant l'opportunité de rassembler leurs followers autour d'un bon burger. Le succès de ces enseignes fait craindre le développement d'un modèle de surconsommation qui pourrait être néfaste à l'environnement. En cherchant le profit, les youtubeurs font le choix de la rentabilité au détriment du durable. Rendons-nous sur les lieux de ces fast-food d'influenceurs pour les connaître un peu mieux. Ici, à Nice, on peut déguster les burgers de Star Smash par Amixem et de Pepe Chicken. Boulevard Gambetta, en remontant quelques mètres après la voie Matisse, on tombe sur un petit local étrange qui ne paye pas de mine. En essayant d'y rentrer, on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un fast-food classique. Ici, impossible de s'asseoir à une table et de commander sur place. D'ailleurs, aucun client n'entre et ne sort du petit local. Seulement des livreurs, glacières sur le dos, accompagnés de leur scooter ou de leur vélo. En les observant, on est vite interpellé par quelque chose. L'un sort avec un sac Pepe Chicken, l'autre sort avec un sac Star Smash. Comment ça se fait? Eh bien la raison est simple, Star Smash et Pepe Chicken font tous les deux partie de la même enseigne, Taster. Leader européen des marques de restaurants virtuels, Taster ne s'est pas encore fait un grand nom en France. Et pour cause, le groupe vit dans l'ombre des marques des youtubeurs auxquels elle s'associe. Amixem par exemple ne communique jamais sur sa collaboration avec Taster et n'en a pas fait la mention lors de sa vidéo d'annonce de Star Smash. Le concept est celui des Dark Kitchen. Cuisine sombre en anglais, ce terme désigne des restaurants qui n'offrent pas de lieu physique dans lequel peuvent se rendre les clients. Ce sont simplement des cuisines qui centralisent souvent la préparation de plusieurs enseignes pour ensuite envoyer les commandes uniquement par des plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Delicity. Pour un restaurateur, les Dark Kitchen permettent de payer un loyer moins élevé et de se concentrer sur la préparation plutôt que sur le service client. Ainsi, c'est moins d'employés à rémunérer. Pepe Chicken est devenue l'une des marques les plus commandées sur les plateformes de livraison en moins de 2 ans. L'enseigne est présente dans 70 points de vente en France et en Belgique. A priori, rien de durable là-dedans, même si l'entreprise Uber Eats s'efforce de communiquer sur son empreinte carbone. Pour réduire ses émissions, elle promet notamment de devenir une plateforme zéro émission d'ici 2040. Les youtubeurs, eux, ne prennent pas souvent la peine d'argumenter sur la durabilité de leur système de distribution de fast-food. Plusieurs marques faisant recours au Dark Kitchen ont déjà fermé ces dernières années pour des raisons d'hygiène ou par manque de rentabilité. Avec des menus tournant autour de 15 €, la viabilité du concept est incertaine. Si Star Smash et Pepe Chicken parviennent à maintenir un modèle largement rentable, ce n'est donc pas vraiment grâce au concept de Dark Kitchen, c'est leur communauté, toujours fidèle quelle que soit l'empreinte carbone de leur projet, qui font leur succès. Oui, et pendant le reportage, on a eu beaucoup de réactions dans le chat. On a eu Mounette qui nous dit « Franchement, c'est trop bon, Star Smash, préférence pour Pepe Chicken. » Voilà, ça réagit dans le chat. Et aussi Angèle Thévenet qui nous dit « J'adore Basta les mégots, je veux bien le lien Spotify. » Si la régie, on peut essayer de le trouver et de le mettre
pareil sur le compte Insta ou le compte Twitch. Et pendant le reportage, je crois bien que Madame Koulibaly nous a rejoint. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences et gestion à l'université de Nice Sophia Antipolis et vous intervenez également auprès d'étudiants en Master 2 de marketing, c'est ça. Oui. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à l'influence par le prisme de l'écologie, deux thèmes que l'on n'associerait pas forcément à première vue, mais qui sont en fait complètement liés. Bien sûr, donc effectivement, je suis maître de conférence en sciences de gestion, donc précisément en marketing et notamment en management, à l'université Côte d'Azur, puisqu'on fait partie maintenant du groupe comme vous, comme l'école du journalisme. Et donc ces questions de durabilité, notamment de responsabilité sociétale, sont au cœur des débats, quel que soit le marché, que ce soit le marché alimentaire, comme on a entendu parler tout à l'heure par rapport au fast-food, mais également dans d'autres marchés, notamment dans le secteur industriel, mais aussi dans l'événementiel sportif. Donc, on a fait une présentation des thèmes qui seront abordés durant l'émission, c'est fantastique, on n'a plus de boulot. Puis on remercie quand même Carla pour ce reportage qui nous a carrément fait saliver avec Anatole. Oui, qu'attend la régie pour aller nous chercher un goûter? Pour moi, l'enjeu, il est là, Léna. Bon, c'est vrai que c'est dur de rester pro dans ces moments-là, mais reprenons. Ça va nous permettre de rebondir avec vous, Madame Koulibaly. Quel est l'impact de ces influenceurs sur le consommateur au final? Et surtout, on l'a vu avant, le consommateur est aujourd'hui assez attentif quand même à la manière dont les produits sont conçus. Donc, les produits que nous consommons avec Pepe Chicken, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'aveuglement du consommateur? Donc aujourd'hui, le consommateur est non seulement bien informé, mais en même temps se soucie pour sa santé. Donc sa santé et le bien-être de la communauté, pas seulement lui, mais là où il vit et autour. Donc si vraiment aujourd'hui l'entreprise ne fait pas attention à sa manière de communiquer de façon responsable, à long terme, elle n'est pas gagnante. Donc il faudrait faire très attention et je pense que oui, il faut tenir compte de ce comportement des consommateurs. Très bien, merci pour votre réponse. On change un petit peu de sujet pour se focaliser sur une autre thématique sur laquelle vous avez travaillé et qui est à nos yeux une autre forme d'influence très importante et développée dans notre société. Ce sont les méga événements sportifs comme la Coupe du Monde ou les JO qui arrivent bientôt d'ailleurs, les JO d'hiver. Ces événements, ils font rêver des millions d'individus, mais est-ce que les rêves qu'ils proposent sont soutenables? C'est évidemment une question à laquelle vous pouvez répondre vous aussi dans le chat. Donc effectivement, les événements sportifs, pas seulement les méga, mais les événements sportifs de façon générale ont été ces dernières années indexés un tout petit peu en matière de durabilité, de responsabilité. On a eu la Coupe du Monde au Qatar, où il y avait des questions en fait sociétales qui étaient mises en cause, donc les relations également avec les personnes, l'être humain. Oui, donc il faut faire attention. Il y a un code de déontologie donc, dans certains pays, mais au niveau international, il y a des lois qui ont été mises en place, il y a des chartes également, et ça a été la même chose pour, je pense que les Jeux olympiques 2024 en France, il fallait respecter certaines réglementations autour de la restauration du transport, que ça soit en phase avec les impacts environnementaux et sociétaux qu'on pouvait avoir. Donc oui, ces méga événements sportifs font réfléchir, pas seulement au niveau environnemental et sociétal, mais également au niveau économique. Est-ce qu'il faut investir tout ce montant, faire déplacer autant de monde pour aller suivre ces méga événements ou ces événements sportifs? La question se pose. Il y a les boycotts à côté. On a même eu à l'université, je me rappelle, des collègues qui avaient boycotté, il ne fallait pas regarder. Donc c'était une manière de dire non, nous ne partageons pas votre avis, nous ne partageons pas ce qui se passe, même si on ne peut pas changer à un niveau un peu plus haut. On peut, par notre comportement, comme les carottes mauves, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à un moment donné, où on va boycotter, on va se dire, ok, on n'est pas là pour uniquement utiliser les produits qui sont très bien vus au niveau de la structure, de la forme, mais plutôt qui sont bien pour la santé. C'est des carottes qui sont moches, mais elles sont bonnes. Donc ça peut être la même chose pour des événements qui vont être des événements sportifs ou autres, quel que soit l'endroit où on va les organiser. Il faudrait organiser en tenant compte de l'impact environnemental, sociétal et économique. Des événements carottes moches, d'accord. Et ben on a une question dans le chat, Angèle qui nous dit non, je pense que ce genre d'événements doivent être repensés pour inclure au mieux les enjeux du développement durable. Les règles ne sont pas assez respectées, et les dégâts sociaux et environnementaux sont encore trop négligés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord en partie, mais les règles sont en place.
Peut-être qu'il faut plus de sanctions, mais les règles sont en place. On fait attention, on essaie de les respecter. On l'a vu récemment. C'est quoi l'acteur qui essaye de faire respecter Il y a des politiques publiques, que ce soit au niveau international ou autre. J'ai ma collègue qui a travaillé avec moi sur le papier, qui est plus à même de pouvoir répondre sur la partie, qui devait être avec nous en plateau, qui peut répondre sur la partie qui est plus liée aux règles. Mais je sais qu'il y avait eu un événement dans les années... c'était en 1994, si je ne me trompe pas, où il y avait des Jeux olympiques écologiques, où il fallait faire attention dès le départ donc, à la mise en place dans ces Jeux. Mais aussi Paris 2024 avait été labellisé ISO 20 000, si je ne me trompe pas, 20 121. Pour dire qu'on allait respecter certaines règles au niveau sociétal, environnemental. Si je prends l'exemple du transport, qu'on n'allait pas, on allait utiliser, vous l'avez montré dans un des reportages tout à l'heure, des transports qui vont être moins impactants au niveau des gaz à émissions. Carrément. Et en même temps, on va avoir aussi des consommateurs qui vont arriver sur les lieux et qui vont repartir avec leurs déchets, comme on le voit sur le littoral pour la protection du littoral. Donc individuellement, on peut participer à réduire cet impact. Ce n'est pas uniquement au niveau des politiques qu'il faut le faire. Les politiques sont là, il y a de la loi, il y a des réglementations. Les labels et les certificats aident énormément. Donc, comme sur le marché agroalimentaire que je maîtrise le plus, il y a des certificats où on va consommer un produit parce qu'on a un label auquel on fait confiance. Si je prends le label Fairtrade ou encore d'autres labels, EcoCert, etc., je sais que lorsqu'il y a une entreprise qui a ce label apposé sur son produit, derrière, il y a des royalties qui sont versées. Il y a aussi le producteur, du producteur au consommateur, il y a toute une chaîne. Et donc, on est en train d'avoir ça pour les Jeux aussi. Donc, Paris 2024 a essayé. Avec la labellisation 20 121, si je ne me trompe pas du chiffre. C'est une labellisation ISO, en fait, qui était liée aux événements sportifs. Puis justement, en parlant de JO, on a Monet dans le chat qui s'inquiète pour les JO 2030, les JO d'hiver, qui craint le déplacement massif de sportifs et de journalistes, surtout dans la région. Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus ? Moi, je n'ai pas de solution concrète par rapport à ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut organiser... certains événements plus à proximité, c'est-à-dire faire sur plusieurs pays. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde qui va venir, qui est entre plusieurs États. Certains ne sont pas d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer également de raccourcir les distances pour le déplacement de certaines populations et aussi de certains joueurs qui souhaiteraient être sur place sur le plateau, qui souhaiteraient être sur place plus proche du lieu, mais les éloigner pour pouvoir réduire la distance et les émissions de gaz. Éviter la centralisation. Voilà, tout à fait. Okay. Bon, nous, on va resserrer un petit peu la focale au niveau national. Il y a un autre événement que vous n'avez pas pu louper si vous avez utilisé Internet entre le 3 et le 5 octobre dernier. C'est le GP Explorer, Léna. J'imagine que tu y étais en bonne squeezos qui se respecte. Oui, bon, j'avoue, je suis passée sur le stream, mais en vrai, c'était impossible de rester à côté. Ouais, complètement d'accord, et cet événement non plus n'a pas manqué de faire réagir le public. Naomi est là pour nous décrypter l'événement. Bonjour Naomi. Salut. Alors des voitures qui tournent autour d'un circuit, ça pollue, effectivement, on pouvait s'en douter. Mais pour certains, ce n'est pas ça le vrai problème avec le GP. Ce serait l'imaginaire que propose un tel événement qui, on le rappelle, avait tout pour devenir une référence pop culture de taille. Passage de la Patrouille de France, diffusion à la télé et sur Twitch. Naomi, est-ce que toi t'y étais ? Alors non, perso, je n'y étais pas, mais j'ai pu discuter avec Iris qui me le confirme, c'est vraiment un moment qui restera gravé dans sa mémoire. Pourtant, la jeune femme me l'avoue, la Formule 4, elle en a pas grand-chose à faire. Et c'est surtout pour voir les gens d'Internet en vrai qu'elle est venue. Et entre le récit de ses larmes lors de la remise des prix et l'accrochage entre deux compétiteurs, elle me partage le sentiment qu'elle a eu à ce moment-là d'appartenir à une communauté qui partage les mêmes références. Loïc Bonifacio non plus n'a pas regardé la course. Cet ancien ingénieur s'est reconverti en intervenant et formateur engagé pour la décarbonation du secteur des transports. Il m'explique qu'il est un peu inquiet, comme d'autres internautes, des réactions de Squeezie face aux critiques environnementales que connaît son événement. L'influenceur rappelle dans quelques-uns de ses lives que ce qui est le plus significatif dans l'empreinte carbone du GP, c'est pas la course en elle-même, mais c'est plutôt le déplacement du public vers les lieux de festivité. Et c'est vrai, si on s'intéresse qu'à l'émission carbone de l'événement, on peut lui trouver de sérieux compétiteurs, comme les JO ou le Festival de Cannes par exemple. Mais alors il est où le véritable impact environnemental du GP, Naomi? Je comprends rien. Et bah pour Loïc, le vrai problème des sports auto, c'est qu'ils servent de vitrine publicitaire aux constructeurs et aux grands groupes pétroliers.
Sous le prétexte d'être un lieu d'expérimentation pour l'industrie, les courses ne sont en fait qu'un endroit de représentation où chaque constructeur veut montrer ce dont il est capable pour attirer le consommateur vers l'achat de ses voitures commerciales. Ainsi, en décidant de centrer son week-end autour de ce sport, Squeezie choisit de rendre cool et attractif des courses à 200 km/h à bord de bolides individuels cramant de l'éthanol. Et c'est d'ailleurs l'un des autres arguments de l'influenceur, c'est l'utilisation de bioéthanol E85 pour ses Formule 4 en remplacement des carburants classiques. Mais ça a l'air très bien ça, le bioéthanol, Naomi. Alors peut-être que sur le papier, oui, mais pourtant ce que m'explique Loïc, c'est que c'est pas une vraie solution. Si certains biocarburants peuvent être efficaces, c'est pas systématique et surtout les quantités sont limitées. On pourrait en fait alimenter que la moitié du parc de voitures thermiques déjà existant. Ici, encore une fois, c'est l'image édulcorée de la voiture thermique qui pose un problème à un moment où l'Agence française de la transition indique que l'électrification du parc automobile français est un levier insuffisant mais incontournable de la transition écologique. Si vous avez des solutions, envoyez-les nous. Lancez Squeezie dans l'un de ses lives. C'est pas la tienne. Alors je tente ma chance et vous me direz ce que vous en pensez, mais pourquoi pas une compétition de voile ? Sur le moment, l'émission carbone serait peut-être la même que celle d'un Grand Prix de Formule 4, mais dans nos têtes, pas de moteur, pas de diesel, seulement du vent, la mer et le plaisir de la course et du sport auprès de nos youtubeurs préférés. Alors c'est vrai, le roi de YouTube nous le rappelle, tous les événements polluent et il n'y a pas d'événement écolo de cette ampleur. Mais justement, mon cher Squeezie, voilà un nouveau défi pour lequel la première place reste à prendre. Puis on espère que Squeezie était sur ce live et qu'il s'inspirera de la proposition de Naomi. En tout cas, merci pour ton reportage. J'imagine que dans le chat, vous avez suivi l'événement. N'hésitez pas à nous dire si vous aviez vu les choses de ce point de vue-là. On sait que c'est un sujet très clivant. Et Madame Koulibaly, avec le GP Explorer de Squeezie, on a observé quand même un sursaut chez la population. Il a immédiatement été confronté aux conséquences environnementales de son événement. Et donc pour reprendre le questionnement de Naomi à la fin de sa chronique, est-ce qu'un événement de cette ampleur en version durable, c'est possible ? Et par exemple, est-ce que, comme vous en parliez tout à l'heure, un GP uniquement disponible sur les plateformes de streaming, ça conviendrait aux consommateurs ? Il faudrait voir quel type de consommateur. Est-ce qu'on est avec un consommateur qui est socialement responsable au départ ou un consommateur qui a besoin également uniquement de plaisir et de pouvoir participer. Donc si on est avec les consommateurs qui sont socialement responsables, oui, on pourrait aller directement vers ces modes de réduction d'émissions de gaz. Et si c'est d'autres consommateurs, il faudrait y aller progressivement. Et éviter tout ce qui permet, parce que j'ai entendu tout à l'heure, attirer chaque consommateur. Éviter la critique. Éviter la stratégie marketing qui est critiquée où on va obligatoirement amener le consommateur, changer son besoin et faire en sorte qu'il soit attiré, mais plutôt lui montrer ce que ça peut entraîner au niveau des impacts négatifs pour pouvoir peut-être lui permettre d'accepter les contraintes qu'il peut y avoir pour réduire en fait les impacts sur ce marché-là. Et donc dans un deuxième temps, les preuves. Il faudrait prouver au consommateur en quoi est-ce que c'est nuisible. Parce que le consommateur aujourd'hui a besoin de preuves exactes. Et c'est ce qu'on va voir dans la communication socialement responsable. Aussi dans les événements sportifs. Tout à l'heure, j'ai omis d'en parler. Il faudrait communiquer avec des preuves. Ne pas dire on a réduit de 70% les émissions. Oui, des ordres de grandeur. Voilà, des ordres de grandeur. Non, des chiffres, là, il faudrait montrer aux consommateurs de quelle manière. Par exemple, on peut faire le lien directement sur des marchés comme le marché alimentaire, permettre aux consommateurs d'avoir accès directement aux informations du producteur où il peut échanger avec lui et savoir qu'il vient de tel endroit, de tel pays. Donc pour ces jeux, pareil, être sûr que ce carburant qu'on va utiliser, ce n'est pas un carburant comme les autres. De quelle manière est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'il va permettre de réduire? Et qui est-ce qui nous le prouve? Donc, est-ce qu'on a une communication socialement responsable? Toujours ce truc de label. Voilà, label, pas seulement, mais la preuve. Il faut qu'il y ait une preuve derrière, oui. Mais c'est que la communication qui crée un consommateur responsable, comme vous dites? Non, pas seulement. Donc, il y a la communication et il y a aussi des exemples de consommation socialement responsable qui ont un impact positif pour ce consommateur-là ou pour la collectivité. Donc, montrer à ce consommateur, voilà,
comme pour la marche tout à l'heure, je voyais, j'ai marché, qu'est-ce que ça a entraîné pour moi, qu'est-ce que ça a entraîné pour l'environnement et à quel endroit est-ce que j'ai marché. Je n'ai pas fait uniquement du tourisme comme ça, mais ça a apporté quelque chose aux populations. Là où je suis allée, j'ai pu les aider, j'ai pu leur apporter une aide, je ne suis pas allée uniquement regarder la mer et faire autre chose. Donc c'est pareil pour... C'est trop flou pour l'instant. Voilà. Il faut montrer les conséquences directes. Il faut directes. montrer les conséquences directes et que le consommateur puisse y avoir accès. Merci pour cette réponse, Mantiaba. Nous, on va rester dans les sports extrêmes, mais cette fois-ci dans les airs, avec une pratique peut-être moins populaire, mais tout aussi impressionnante, le free fly, que Fleur et Robin sont allés passer au test de la durabilité écologique en interviewant Greg Crozier, champion du monde de la discipline. Des milliers de sauts aux quatre coins du monde. Hélicoptères, avions, les adeptes du free fly enchaînent les vols. Une pratique qui multiplie les émissions de CO2 et qui pèse sur l'environnement. Greg Crozier est récemment allé jusqu'au Népal, mais le champion du monde s'entraîne avant tout en France. Alors j'ai passé la barre des 10 000 sauts en novembre dernier, c'était au Népal. J'ai voulu marquer le coup, donc j'ai voulu faire un truc un peu spécial. Et on allait sauter face à l'Everest. Ça reste des petites distances, c'est assez exceptionnel de partir loin. Donc on va souvent sauter à Gap, à Avignon, à Lyon, de temps en temps à Pamiers, vers Toulouse. Avec 11 trophées gagnés, il partage régulièrement ses figures aériennes et ses sauts records réalisés avec sa femme Karine sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, plus de 150 000 followers suivent son contenu. De quoi en inciter certains à se lancer dans l'aventure et augmenter leur bilan carbone pour une expérience unique. J'ai la chance de recevoir beaucoup de messages. C'est soit les gens qui nous ont découverts, mais qui du coup, de fait, ont découvert aussi la discipline. Donc souvent, on a des messages comme ça, des gens qui disent « grâce à vous, je m'y suis mis » ou « je m'y suis remis » et ça c'est génial. 1000 sauts, c'est ce qui est en moyenne nécessaire pour se préparer à un titre mondial. Un trajet d'1 heure en petit avion consomme 300 kg de CO2, soit l'équivalent d'un trajet Paris-Barcelone en voiture. Des moteurs hybrides commencent à apparaître sur le marché. Dès qu'on va pouvoir mettre des gens dedans, parce que pour l'instant c'est des tests à vide, on sera les premiers très contents de pouvoir utiliser ce moteur-là. On travaille depuis des années pour devenir vers le plus vite possible. Airbus en est qu'à son premier vol d'essai. Greg Crozier s'envolera le 14 novembre prochain en direction de Phoenix, en Arizona, pour de nouvelles figures. Donc dans le chat, on a Robin qui nous dit qu'il a regardé le GP depuis Montsartou, comme quoi c'est vraiment un événement mondial. Et peut-être Anatole, tu as quelque chose à rajouter sur le documentaire qu'on vient de voir? Pas trop. Non, oui, moi aussi j'ai suivi le GP et merci beaucoup pour ce reportage. Madame Koulibaly, une petite réaction peut-être sur ce reportage que nous venons de voir. Est-ce que des acteurs comme Greg Crozier, qui publient des vidéos toujours plus impressionnantes sur les réseaux, ça va donner envie à tout le monde de se mettre au free fly? Moi j'ai déjà pris ma licence. Non merci Léna, je posais plutôt la question à notre invité. On insiste à la multiplication de vidéos dans ce style, toujours plus impressionnante, et aussi à une démocratisation de ce type d'activité. Alors ma question est la suivante, est-ce que voir des vidéos de base jump sur Insta, ça incite les gens à en faire sur leur temps libre, et quelle est l'ampleur du phénomène? Je ne peux pas dire que ça incite directement. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudra avoir un comportement éthique lorsqu'on transmet des messages en fait via les réseaux sociaux, et notamment lorsqu'on va être dans l'influence. Et c'est pour ça qu'on parle d'influence responsable, et il faudrait qu'on soit transparent, qu'on soit vraiment en phase avec des critères de responsabilité, des valeurs qu'on a et des valeurs qui vont être liées à la durabilité. Maintenant, dire si ça va encourager ou pas des consommateurs à le faire, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Oui, voilà, je ne peux pas le quantifier. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire très attention parce que l'image suit. Et donc, cette image-là, on voit qu'il y a, d'après des études de l'ADEME, il y a 6 influenceurs sur 10 qui ne transmettent pas des informations qui sont vraiment fiables et qui ne sont pas vraiment liées au développement ou à la réduction des impacts environnementaux et sociétaux et ce qui se passe autour de nous. Donc si je me fie à cela, je veux dire, faire très attention au message qu'on fait passer. Et ce message, 6 sur 10, donc c'est quand même beaucoup. J'ai vu l'étude sur le site de l'ADEME et je me suis dit, voilà, il faut faire attention à ce qu'on véhicule, et les entreprises aussi qui vont utiliser ces influenceurs, ou encore des politiques qui vont s'appuyer sur ces influenceurs. Il faut déjà voir ce qui se passe derrière, quel est le background, quelles sont les valeurs qui sont diffusées, dégagées par ces influenceurs avant de pouvoir, et si c'est bien, donc dans ce cas-là, pourquoi pas? Pourquoi ne pas encourager? Mais après, dire que c'est encourageant, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Merci quand même pour votre réponse. Bon, bah justement, on a quand même, heureusement, des influenceurs qui utilisent les réseaux à bon escient. Puis c'est le cas pour cette nouvelle génération d'influenceurs voyage. Nathalie, est-ce que t'as déjà vu passer leur TikTok quand même? Oui, je vois complètement le genre de vidéo. En gros, c'est ceux qui ont arrêté de faire des stories à travers le hublot de l'avion et qui font la promo du pass Interrail ou des trains de nuit, c'est ça? Oui, puis ils font ça avec un objectif en tête, c'est promouvoir le voyage durable. Et pour nous en parler, on a Pauline et Perle en plateau avec nous. Bonjour. Eh bien, c'est à vous. Eh bien, tout d'abord, c'est vrai, Léna, le voyage durable, selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est un type de tourisme qui tient compte pleinement, ou au moins du mieux possible, de ses impacts sociaux, environnementaux et économiques, actuels et futurs. Donc, en gros, c'est voyager en tenant compte des enjeux climatiques, par exemple en choisissant de voyager justement en train plutôt qu'en avion. Et ce mode de voyage s'appelait à de plus en plus de Français. Parce qu'en 2021, 44% d'entre eux se disaient prêts à payer plus cher leur séjour afin de voyager de manière plus responsable. Oui, mais du coup, c'est quoi le lien avec les influenceurs? Eh bien, aujourd'hui, 75% des touristes s'inspirent sur les réseaux sociaux pour choisir leur destination de voyage. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'influence. Et plusieurs influenceurs ont saisi l'occasion de combiner la création de contenu de voyage sur les réseaux avec le concept donc du voyage durable. Et oui, il y a ceux par exemple qui font le défi de voyager à travers le monde tout en évitant de prendre le train. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent montrer les coins cachés de France ou encore de se lancer dans le backpacking. Et la plupart de tous ces influenceurs commencent par d'abord parler d'écologie et se lancent après dans le voyage durable. Oui, et c'est le cas de Daphné qui, avec ses 145 000 abonnés sur Instagram, publie donc des conseils écolos du quotidien. Et elle filme aussi ses voyages en Europe qu'elle réalise du coup en train. On l'écoute. Je pense que c'est possible d'allier influence et durabilité. Une partie de mon job de faire très attention aux conseils que je partage et pour essayer de promouvoir quelque chose qui est le plus éco-responsable et qui me semble le plus juste ou le plus utile possible pour les gens qui me suivent parce que ça a un vrai impact derrière sur les gens, quoi. Mais du coup, Pauline et Perle, est-ce qu'être influenceuse voyage, ça marche vraiment? Eh ben, les influenceurs voyage, ils ont pas mal la cote. Leur nombre d'abonnés varie entre 10 et 30 000 sur Instagram, voire 600 à 800 pour les plus connus. Mais on n'atteint quand même pas le niveau des influenceurs voyage très célèbres qui dépassent le 1 million d'abonnés. Et oui, c'est vrai que ces influenceurs, en plus, ils ne se limitent pas seulement à vlogger leur voyage, ils s'impliquent par exemple dans des partenariats. Et Daphné, justement, elle a fait un partenariat avec Interrail, qui est un titre de transport qui permet de voyager à bord de la plupart des trains européens. On l'écoute. Faire un interrail au mois de mars, je suis montée jusqu'aux îles Lofoten, tout au nord de la Norvège, en train et ensuite redescendue en train. Donc voilà, et tu vois, c'est comme ça qu'est venue un petit peu la thématique du slow travel sur mon compte. Et oui, toutes ces initiatives, c'est surtout pour éviter de prendre l'avion, parce que l'avion, ça pollue. Et oui, Perle, parce que quand on part en voyage, le transport, ça représente environ 69% de nos émissions de gaz à effet de serre. L'avion, par exemple, c'est plus de 10% des émissions dans le monde. Il représente environ 300 grammes de CO2 par personne et par kilomètre parcouru, ce qui est énorme. Et à contrario, le train lui représente au maximum 10 grammes de CO2 par personne et par kilomètre parcouru. Donc c'est indéniable, c'est le transport le plus écologique. Et donc le voyage durable, c'est mieux pour la planète, mais quand même, Perle, ça a ses zones grises. Oui, un voyage bas carbone ne veut pas forcément dire un voyage 100% responsable. Qu'on y aille en avion ou à la nage, si la destination est touchée par exemple par le surtourisme, on participe à sa fragilisation. Le surtourisme, c'est une présence touristique perçue comme excessive et nuisible. Par exemple, en Italie, la chaîne de montagne des Dolomites est connue pour son potentiel instagrammable et certains influenceurs de voyage durable la conseillent. Mais certains sommets des Dolomites accueillent jusqu'à 4000 personnes par jour parfois, et ça embête notamment les locaux parce qu'il y a des violations de propriété privée, des pâturages qui sont abîmés et ça menace une biodiversité à cause des déchets laissés par les touristes. Et oui, en plus, le voyage durable, ça a un coût, parce qu'aujourd'hui, près de 40% des Français qui ne partent pas en vacances, eh bien, c'est principalement pour des raisons économiques. Voyager en bas carbone, ça demande plus d'argent et plus de temps que l'avion.
Par exemple, si on veut faire une petite comparaison, pour un aller Paris-Oslo, en avion il faut compter 100 € pour seulement 2 heures de trajet, alors qu'en train c'est 2 jours de trajet et entre 300 et 700 € de frais. Donc voilà, c'est incomparable. Le tourisme durable, ça reste en quelque sorte un luxe. Voyager vert, ça se paie. Bon, certes, les influenceurs voyage ne sont pas parfaits, mais ils utilisent de plus en plus leurs influences pour promouvoir des valeurs au lieu de promouvoir des biens de consommation. On laisse le mot de la fin pour Daphné. Quand tu parles d'un influenceur, ils te disent « Ah bah oui, les mecs qui sont à Dubaï, qui ont tout gratuit, des millions d'euros et qui payent pas leurs impôts en France. » Enfin bref, t'as un peu cette image-là. Moi, je trouve, je suis à la frontière en fait du créateur de contenu pur et dur parce qu'effectivement, je produis du contenu. Mais moi, je trouve quand même intéressante cette notion d'influence parce que moi, je veux avoir de l'influence. Eh ben merci pour cette chronique qui a beaucoup fait réagir le chat. On a Isabella qui nous dit trop bien le voyage durable. Cet été j'ai fait 14 heures de train pour aller en Italie. J'espère que ça allait. Puis Robin, je le sens un peu plus ironique quand il nous parle de calèche pour voyager. Je crois que ça n'existe plus trop. Ouais, en tout cas c'est du beau boulot. Merci pour cette chronique. J'espère que vous avez appris des choses dans le chat et que peut-être vous considérerez d'autres options avant de booker votre prochain vol. Léna, toi t'es plutôt train de nuit? Alors ça dépend du voisin, vraiment. Il faut avoir un peu de chance quand même. Mais oui, sinon je le prends souvent quand même pour aller à Paris ou rentrer chez moi. Madame Koulibaly, maintenant revenons au sujet des méga événements puisque c'est là-dessus que vous avez un petit peu travaillé et j'aimerais parler solutions puisqu'on est dans le thème. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar, la BBC avait sorti un article qui montrait à quoi ressemblerait une Coupe du Monde de foot durable, notamment en limitant le nombre de supporters autorisés. C'est un peu une solution qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on doit revoir tout le mode de fonctionnement de ces rendez-vous mondiaux? Dans un premier temps, si on arrive à respecter la réglementation, ça serait pas mal. Donc, comme je disais, c'est vrai qu'il y a les labels, mais au-delà, il y a tout un échange avec des politiques publiques, la mise en place aussi de certains accompagnements. Il faudrait arriver à respecter ça en premier lieu. Et puis en second lieu, voir comment on peut, je sais pas, je maîtrise pas trop le milieu sportif, comment on peut dire qu'on ne choisit pas un pays par rapport à son engagement sociétal, environnemental et économique. Mais ça fait débat. Certains disent qu'il faut le choisir plus tôt, pour ensuite l'amener, l'accompagner vers la responsabilité. Quand vous dites le choisir, choisir ce pays-là qui va être organisateur, en dépit du fait qu'il peut avoir un comportement qui n'est pas bien au niveau des droits de l'homme ou autre, comme ce qui s'est passé au Qatar. C'est plutôt le choisir pour l'obliger à respecter et choisir aussi toutes les équipes qui vont avoir autour pour qu'on puisse aller vers l'organisation d'événements qui vont être durables. Donc, oui. Donc finalement, organiser des événements qui sont respectueux de l'environnement, c'est pas qu'une question environnementale, c'est une question sociétale, oui. politique. Et donc c'est pour ça qu'on parle de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est social. Bien-être humain, bien-être de la communauté. Environnemental, c'est juste la protection de la nature et tout ce qui va être réduction de déchets ou encore pollution, comme on évoquait dans le cadre du tourisme. Économique, et surtout économique, c'est quelles sont les matières premières qu'on utilise. Est-ce que ce sont des matières premières durables? Est-ce que ce sont des matières premières renouvelables? Est-ce que ce sont des matières premières qui ne vont pas être en voie de disparition si on les utilise pour construire des stades ou je ne sais pas, pour utiliser des éléments dans l'alimentation, etc. Où est-ce qu'on va se procurer ces matières premières? La durabilité, c'est aussi ça. C'est pas uniquement la partie environnementale. Et pour le Qatar, ça a fonctionné Je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre de côté les entreprises ou les pays qui sont indexés en étant les grands pollueurs. Faire nos actions vertueuses de notre côté. On est obligé de fonctionner avec, on est obligé de discuter, on est obligé de travailler avec. Et donc, c'est un accompagnement qui est progressif. Ouais, donc travailler avec eux serait une solution pour pouvoir... oui, travailler avec eux tout en respectant, tout en mettant les limites et puis obligé à des certificats. Et les certificats, on ne les obtient que lorsqu'on a déjà respecté certaines règles et surtout le contrôle. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un certificat ou un label pour l'avoir. Il faut derrière que le contrôle soit fait, qu'il soit correctement fait et qu'on accepte aussi de payer en tant que pollueur. Oui, c'est ce qui est plus important. Puis tant qu'on est dans les solutions, il n'y a pas que les grosses organisations ou celles évoquées précédemment qui peuvent agir. Justement, c'est à la portée de tous. Et c'est ce que s'efforce de promouvoir certains influenceurs, Anatole. Oui, avec la promotion d'un concept vieux comme le monde, mais qui reprend un peu ses lettres de noblesse. Récemment, c'est la seconde main. Je laisse Sam et Laurine nous en parler. C'est tout de suite dans Greenwatching.
Haul, tenue du jour ou lookbook, ces vidéos qui font la promotion de vêtements d'occasion se comptent par milliers. Sur TikTok, le hashtag second hand, en français seconde main, cumule plus d'1 million de publications. Angelina Gauthier, 19 ans, est habituée de Vinted et des friperies. Cela fait 4 ans qu'elle chine ses pièces en occasion. Chaque mois, elle s'offre 3 articles. Je vois pas mal de personnes qui montrent leur tenue du jour et là, je peux m'inspirer en me disant « Ah, j'aime beaucoup ce haut-là ». Je vois le style et après, je peux le chercher justement sur Vinted. Pour 1, 2, 3 euros, elle y trouve des vêtements uniques. Et j'aime beaucoup parce qu'en brocante, on trouve souvent des trucs qui sont personnalisés et qu'on ne trouverait pas forcément en fait sur de la fast fashion finalement. J'ai de la marque aussi, j'essaie de consommer un peu de la marque mais du coup en seconde main parce que j'ai pas forcément les sous en tant qu'étudiante pour m'acheter au prix neuf. Beaucoup d'influenceuses parlent de seconde main. Félicité Chevillotte partage ses trouvailles avec ses 5000 abonnés depuis 1 an. Et ça donne quoi le style avant-gardiste sur Vinted? Je te partage mes favoris du moment sur Vinted. Quand j'ai découvert le fripon au lycée, j'ai voué un engagement pour ça et donc oui, ça reste quand même mes valeurs. Plus je grandis, plus je me dis j'ai envie d'aller dans ce chemin-là, tu vois, et parler même d'artisanat et vraiment de gens qui en font leur vie, qui vendent des fringues parce qu'ils adorent ça. Prix attractif allant de 5 à 30 euros pour un pantalon. En 2023, 8 consommateurs sur 10 disaient acheter sur les conseils d'un créateur de contenu. Un pouvoir d'influence pour inspirer une mode responsable. Et oui, qui l'eût cru que c'était possible d'être drip avec de la seconde main? Madame Koulibaly, à l'image de ce qui vient d'être diffusé, est-ce que les influenceurs ou même les entreprises, puisque c'est là votre domaine d'expertise, se responsabilisent vis-à-vis de l'environnement dans leur manière d'exercer l'influence et la communication? Oui, donc les entreprises doivent notamment faire attention à la communication, passer d'une communication qui est critiquée vers une communication qu'on peut appeler communication durable ou soutenable. Donc quand on parle de communication critiquée dans la littérature en général, on met l'accent sur cette communication qui va inciter à tout prix le consommateur vers un tourisme, vers l'alimentation, vers la consommation à travers l'utilisation de certains véhicules, sachant qu'ils sont très polluants. Mais on va l'inciter. Donc ça, c'est une communication critiquée. Une autre communication critiquée, je l'avais dit au début, c'est une communication sans preuve. Ou faire, entre guillemets, du greenwashing, dire que je réduis de 20% alors que je n'ai réduit que de 5%. Donc ça, c'est une communication critiquée. Une communication approuvée également. Donc on met les chiffres, mais on ne nous dit pas comment on arrive à le faire. Comment on arrive à limiter la déforestation, comment on arrive à faire de l'agroforesterie. On dit qu'on le fait, mais il n'y a pas de preuve réellement. Oui, des éléments de langage qui reviennent souvent. Et donc il faut basculer vers une communication qui est une communication dite responsable. Une communication avec des preuves, même si c'est des impacts négatifs, il faudrait le dire. Le consommateur aujourd'hui a besoin de clarté, de transparence, de confiance. Et donc la communication responsable, elle est autour de ces points clés. Et donc une fois qu'on a fait cela, on va chercher des influenceurs qui, eux, transmettent ces valeurs éthiques, ces valeurs responsables, mais en même temps qui sont à même d'appliquer et de montrer la preuve. Par exemple, dans l'agriculture, on a des QR codes aujourd'hui sur certains marchés où on peut aller directement à partir du supermarché, avoir accès aux données du producteur. Des producteurs qui sont dans des pays très éloignés, mais qui ont un accès à Internet dans des champs et qui pourront vous dire, OK, il y a eu la certification, j'ai été contrôlé à tel ou tel moment. Et le consommateur, quand il va, je prends l'exemple du cacao, le chocolat, quand il va prendre sa plaquette, il va se dire, tiens, je participe à quelque chose parce que j'ai confiance, j'ai une ligne directive, j'ai une guideline derrière qui me permet de croire. Et ça change son comportement. Tout à fait. Et donc son comportement, tout de suite, ça peut changer ou l'accompagner dans le comportement. Merci pour votre réponse. Il est maintenant temps d'élargir un petit peu notre spectre d'analyse, de prendre un point de vue macro sur tout ce qui vient d'être dit et surtout sur ce qui vient d'être diffusé, puisque oui, cette diffusion, tout le contenu affiché sur les réseaux sociaux a un impact carbone. Il y a quelques temps, je me souviens, c'était avec les boîtes mail et le coût énergétique que ça avait. On nous disait que 10 000 mails non lus, ça avait un impact non négligeable sur l'environnement. Eh bien, tout ce contenu Internet, il est hébergé chez des multinationales qui polluent. Et j'accueille Maxime, qui est là pour nous en parler. Oui, et je vais commencer par une info très parlante. TikTok polluerait autant que la Grèce. Donc l'information, elle vient d'une étude sortie en 2024 et menée par le cabinet de conseil Greenly, spécialisé en analyse carbone. Son conseil scientifique a estimé à 50 millions de tonnes la quantité de CO2 émis par l'appli chaque année. Donc c'est un bilan très semblable à celui de la Grèce.
Alors, il est important de préciser que ByteDance, la société mère de TikTok, ne publie pas de bilan officiel sur ses émissions de CO2. Ces chiffres proviennent donc d'outils de calcul, notamment ceux de la plateforme Impact CO2 créée par l'ADEME, Agence environnementale de la maîtrise de l'énergie, mais aussi de résultats d'expérimentation fournis par l'entreprise française Greenspector, qui prône un numérique responsable. Pour ce faire, l'entreprise réalise des tests sur des smartphones durant lesquels elle retrace en temps réel le parcours effectué par les données et évalue leur empreinte carbone. Reste maintenant à savoir qu'est-ce qui pollue dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Eh bien, ce sont les bien connus data centers qui constituent la principale source d'émissions de CO2 et qui épuisent nos ressources naturelles. Pour rappel, c'est dans ces derniers que sont stockées et traitées nos données en ligne. Dans le cas des réseaux sociaux, nos publications, les messages qu'on envoie, l'affichage infini du fil d'actualité, tout est stocké et généré dans ces centres de données. Prenons l'exemple de Meta, propriétaire d'Instagram, Facebook ou encore WhatsApp. La consommation énergétique de leurs 105 data centers a bondi de 34% entre 2022 et 2023. Et ça, selon leur propre rapport. Et aujourd'hui, même si une partie de leurs nouveaux data centers sont alimentés par des énergies renouvelables, la plupart ne le sont pas. À l'image d'Hyperion, nouveau projet d'infrastructure de Meta en construction en Louisiane et qui devrait être terminé d'ici 2030, il aura une consommation de 2 à 5 gigawatts par jour. C'est l'équivalent de celle d'1,6 million de foyers américains, selon Karine Durand, journaliste spécialiste en sciences environnementales. Mais est-ce que tous les réseaux sociaux ont le même impact ? Eh bien non, un graphique réalisé en 2023 par les ingénieurs de Greenspector montre que l'application la plus énergivore, attention roulement de tambour, c'est TikTok, suivi par Reddit, YouTube et Instagram. Pour l'exemple de TikTok, l'application précharge beaucoup de contenu pour que l'utilisateur puisse continuer à en regarder même hors connexion. Et un réseau social qui nécessite énormément d'échanges de données et de chargement de vidéos voit sa consommation exploser. Si on prend LinkedIn, le bon élève, sa position est justifiée par le fait que très peu d'échanges de données est effectué lors du scroll du fil d'actualité. Et voilà. Et l'appli se base aussi sur des publications essentiellement textuelles. Pas d'images, pas de photos, pas de vidéos. Selon une étude de l'agence We Are Social, les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 2 heures par jour sur l'appli. En partant de ces résultats et en ajoutant des tests pratiques, Greenspector a mis au point un tableau comparatif et on peut voir sur celui-ci que les émissions de CO2 d'un utilisateur TikTok sur un an sont équivalentes à celles d'une voiture ayant parcouru 185 km. Bon, alors c'est un petit peu déprimant. Maxime, est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place du coup ? Alors oui, des solutions sont mises en place par les grandes entreprises et les États pour plus de sobriété. On peut citer la Finlande, où il est maintenant commun de construire les data centers près des réseaux de chaleur. Ça sert à alimenter le chauffage des habitations. Mais ces mesures, malheureusement, elles ne sont pas suffisantes pour vraiment enrayer le phénomène. Donc, les influenceurs peuvent adopter une attitude plus sobre pour alléger les data centers en postant moins, par exemple. Et nous, utilisateurs, on a aussi notre part de responsabilité. On peut nettoyer régulièrement notre page en retirant les vieilles publications qui ne servent à rien. Et on peut même bloquer dans les paramètres de certaines applis comme X le lancement automatique des vidéos lors du scroll du fil d'actualité. C'est donc tout un tas de solutions qui peuvent, si elles sont bien exploitées, nous amener à une utilisation plus responsable des réseaux sociaux. Merci, ça fait une belle liste de solutions que j'espère que vous appliquerez tous dans le chat. Peut-être une dernière question pour vous, Madame Koulibaly. L'année dernière, on a pu assister à une migration des utilisateurs de X vers le réseau social Blue Sky pour des motifs politiques. Est-ce que les utilisateurs des réseaux sont sensibles à la question environnementale ? Est-ce que c'est assez pour les faire changer de comportement, les faire migrer d'un réseau vers un autre ? Ça rejoint un peu la question tout à l'heure de consommateurs socialement responsables qu'on cherche en fait. Voilà, dans le numérique, il faudrait des preuves à ces consommateurs-là. Par exemple, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur les études publiées, l'ADEME dit également qu'il y a environ, je pense, 70-78% de l'impact environnemental du numérique se trouve dans la production. Les émissions, c'est la fabrication. Donc, c'est les métaux qui sont utilisés, c'est les matériaux. Et donc, ça, peut-être, si on informe davantage le consommateur, si on informe davantage l'utilisateur, il pourrait changer de décision dans la migration. Donc, il faudrait une communication socialement responsable, avec des preuves, avec des éléments de contexte. Et puis, aller au-delà aussi par la loi.
La loi, je sais qu'en 2023, il y avait une loi, donc en juin 2023, en France, qui permettait de suivre un peu les dérives des influenceurs. Donc, qui seraient punis si jamais il y a des dérives et dire la ligne directive à suivre. Je ne la maîtrise pas bien et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas d'informations là-dessus? Donc, ce serait bien qu'on communique davantage. Moi, je l'ai vu également sur le site de l'ADEME et je me suis dit, c'est dommage que les consommateurs ou encore les utilisateurs de ces réseaux ne soient pas informés. Ce que vous venez d'apprendre sur le plateau, ce serait intéressant que tous les étudiants que nous avons en cours, à qui on parle de consommation socialement responsable, puissent le savoir. On occulte la partie utilisation des réseaux, peut-être pour ne pas perdre certains clients aux consommateurs, parce que tout le monde y est. Bah oui, c'est difficile même nous, on fait notre communication sur Instagram, c'est difficile de passer par d'autres moyens. Après, on peut, à un moment donné, décider de ne pas utiliser ou presque pas les réseaux sociaux, mais il faut d'autres alternatives. Et si on les utilise à bon escient, dès la fabrication jusqu'à l'utilisation finale. Ça ne veut pas dire qu'on peut interdire du jour au lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ne serait pas d'accord, ou plus de 80% de la population. On ne va pas l'interdire, mais on va apprendre à utiliser autrement. Et on va apprendre à accompagner dans l'utilisation. Je pense que le ministère de la Transition écologique, à un moment donné aussi, parlait de formation, éducation par rapport à la RSE. On peut faire la même chose. Au départ, c'était la loi. On est passé par la loi, notamment la loi ISO 26000. Et avant ça, on avait également le volontarisme dans la RSE, puis la loi. Et puis après, dans les années 2020, c'était comment accompagner, comment éduquer, comment former. Et votre émission en fait partie. Parce que vous êtes à l'école de journalisme, vous avez une émission autour de la durabilité. Nous, on a des cours dans les maquettes aujourd'hui et c'est un accompagnement. Et on le voit au lycée, on le voit même à la maternelle, avec des composteurs aujourd'hui pour expliquer comment est-ce qu'on peut éduquer. On n'attend pas lorsqu'ils vont être directeurs ou lorsqu'ils vont rentrer en entreprise, mais ça commence par des comportements de socialisation. Donc, est-ce qu'on peut parler de socialisation vers la consommation socialement responsable? Si oui, ça peut commencer très tôt, et puis après, on sera à même d'accepter cela. Il y a Mounette qui nous dit Twitch pollue aussi. Eh bien, écoute, la prochaine édition sera peut-être en live et tu pourras être là pour interagir avec nous. C'est une blague, c'est pas du tout le projet. Donc, voilà. En tout cas, avec cette émission, on essaie de créer des futurs consommateurs responsables, comme vous faites à l'université, comme on fait dans les écoles et comme on fait un peu partout sur les réseaux. Donc merci pour vos réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur le plateau avec nous. Merci au Duplex. Super. Merci à vous. Merci aussi au Duplex donc, pour votre témoignage en direct de la colline de Nice. Est-ce qu'on peut les voir? Il fait nuit. Merci d'avoir suivi. Au revoir à tous. Ils sont bien courageux. Oh là. Merci également à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi à tous. Au revoir à vous, vous pouvez rentrer sur Cannes, ça y est, la punition est finie. Merci également à tous nos chroniqueurs, toute l'équipe en régie avec Louis Béas et Mathis Thomas à l'édition, Émilie Moritz et Isabella Marquieron à la réalisation. Merci au chat d'avoir joué le jeu aussi, d'avoir participé de manière active et pertinente, presque tout le temps, à part pour la calèche. Et un grand bravo à tous, on a été ravis de vous présenter cette édition avec Léna. Bah oui, moi aussi je suis ravie Anatole et on vous donne rendez-vous le 17 décembre prochain pour un nouvel épisode de Greenwatching. Nous, on reste en contact sur tous les réseaux sociaux. Notre compte Instagram c'est EJC Media, je répète EJC Media. Allez vous abonner en masse, on va vous mettre le lien dans le chat. Et il y aura le reveal du prochain sujet le 10 novembre prochain, pardon. C'est lundi prochain, donc restez à l'affût sur le compte Instagram. Et le replay, le best-of de cette émission, ils seront disponibles sur YouTube dès mercredi. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à bientôt sur Greenwatching. Merci. Au revoir.